Aujourd'hui, je reçois Jules Hermelin, qui vient de terminer une thèse en anthropologie sur les élevages bovins laitiers finistériens. Il souhaite maintenant s'installer en tant qu'agriculteur. Dans cet épisode, nous échangeons sur les travaux menés pendant sa thèse, mais aussi sur sa vision du monde paysan breton. Jules, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. T'es le deuxième invité du podcast de Paysans Bretons. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, donc moi c'est Jules Hermelin. Je viens de terminer une thèse d'anthropologie sociale et politique sur l'élevage de vaches laitières dans le Finistère. C'est une thèse qui a été présentée au CNIEL, à l'interprofession laitière, et qui a été soutenue en fait à l'EHESS, qui est l'école des hautes études en sciences sociales. Donc c'est une thèse qui a duré 6 ans. Moi je suis basé à Douarnenez. Et là, actuellement, j'envisage plutôt de me tourner vers l'élevage, puis d'arrêter la recherche. Le sujet de la thèse, c'est la fuite en avant des troupeaux humains bovins. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de fuite en avant? Pour comprendre un petit peu d'où ça part, c'est que moi, je suis en urbain, j'ai grandi à Lorient. Mais j'avais mes grands-parents maternels qui avaient une ferme laitière dans le centre-Bretagne. Et donc moi j'ai grandi en allant voir mes grands-parents dans l'étable entravée avec 25 frisonnes françaises pinoires là, les FFPN. Ils ont arrêté à la fin des années 90, mais moi j'avais plus de 10 ans et je me souviens très bien du départ de la dernière vache à l'abattoir. Et donc c'était des petites fermes, et il y avait vraiment un tissu de petites fermes autour de Pontivy, quoi. Et aujourd'hui, là où avant il y avait 4 ou 5 fermes, aujourd'hui il n'y en a plus que 2 grosses. Quand je dis grosses, c'est plus de 200 hectares chacune. Et il y en a un qui va bientôt arrêter et qui se pose la question de la transmissibilité de sa ferme. Et moi j'avais le souvenir du coup d'une société paysanne agricole. Ça parlait breton, ça faisait des patates, ça faisait du troc, ça allait à la chasse, ça avait une vie pleine, ça allait au club de foot, ça allait à la mairie, ça faisait tout ça. Et tout à coup, à l'échelle de l'histoire longue, c'est long dans une petite vie, mais à l'échelle longue de l'histoire humaine, c'est assez court. Tout à coup, en fait, toute cette vie-là a disparu en 20 ans. Donc moi, je venais de terminer un mémoire de master sur la production de café en Colombie, où j'avais passé 4 ans à travailler avec des caféiculteurs colombiens, et j'avais envie de comprendre ce qui se passait dans la production laitière bretonne. Pourquoi on était passé de plein de petites fermes intensives à des grosses structures. Je comprenais pas trop avec mon regard d'urbain, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le sujet. L'anthropologie, c'est relativement simple à expliquer finalement. C'est essayer de comprendre la manière dont les gens vivent et se représentent le monde. C'est ça l'anthropologie, c'est essayer de prendre au sérieux ce que nous disent les gens pour comprendre comment ils vivent. Et après, on a une méthode d'enquête. Et la méthode d'enquête, c'est l'immersion. J'ai rencontré une 60aine d'éleveurs et d'éleveuses, mais j'ai pas toujours fait des entretiens formels. Il y a des gens chez qui je suis allé travailler. Oui. Et il y a une 20aine de fermes où j'ai été travailler. D'accord. Parce que sinon, quand tu travaillais pas, c'était un entretien avec une trame définie, et puis... Non. Je travaille avec des axes. J'ai en tête mes axes que j'ai réfléchi avant, et après c'est discussions libres. C'est des discussions fleuves qui peuvent durer 2, 3, 4 heures. D'accord. Voilà. Après, il y a des personnes que j'ai rencontrées où j'ai juste visité la ferme sur une demi-journée, par exemple. Okay. Et après, je prends des notes. Et du coup, j'ai pas fait que des entretiens, loin de là. Des fois, j'ai fait des entretiens. Il y en a certains, par exemple, j'ai fait un entretien après 3 ans. Ça fait la relation, elle met du temps à se construire. Les gens ont peut-être pas envie de se livrer tout de suite. Ouais, moi j'ai pas envie de rentrer dans l'intimité tout de suite aussi. Ouais. Ça marche dans les 2 sens. Mais oui, il y a respecter ça aussi, il y a respecter la rencontre, quoi. Le mal-être paysan, c'est quelque chose qui est bien connu. Il y a eu beaucoup de manifestations du malaise aussi des éleveurs laitiers en Bretagne. Et c'est une question de respect, quoi. Aussi. Ok. Et tu disais que tu avais travaillé chez certains éleveurs. Le plus long que tu aies travaillé, c'était quoi? C'est très compliqué de quantifier. Ok. Mais j'ai commencé par un séjour de 3 mois chez eux,
où j'y allais tous les matins. L'après-midi, je prenais des notes. D'accord. Donc j'ai compilé, c'est des centaines de pages de notes en tout, quoi. Et après, j'ai continué. Donc ça a commencé en septembre 2016. Et j'ai continué jusqu'en février 2019 à aller chez eux régulièrement. D'accord. Après, ça pouvait être simplement quelques jours ou au moment de l'ensilage ou alors un soir de la semaine, j'avais envie de traire, j'allais traire chez eux. Ok. Et on discutait. Et je prenais des notes. Voilà. D'accord. Et donc, t'as rencontré une 60aine de personnes. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a vraiment marqué ou un événement ou quelque chose dont tu te souviens encore, quoi? Ce qui me marque le plus, c'est mi-février 2019, le départ des vaches de chez Ronan Gonidec, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, qui est la personne chez qui j'ai passé, donc chez lui et sa femme, qui étaient tous les deux en ERL. Il avait coutume de dire que c'était la directrice. Et des vaches à haut potentiel laitier, à la quintessence du modèle agricole breton des années 2000. 60 vaches, tout nickel. Depuis le silo jusqu'à la goutte de lait, quoi. Et ils ont arrêté en 2019 suite aux crises de trésorerie de 2015, 2016, 2017 provoquées par la fin des quotas laitiers. Et c'était un moment d'émotion parce que donc au fil des années, c'est devenu des vrais amis, des amis très proches. Donc on partageait ça. Et donc je crois que ça m'a marqué pour toujours ce moment. T'étais là au moment du départ des vaches? Et j'étais là à la dernière traite. On a trait les dernières vaches ensemble. Et là, t'as pour projet de t'installer. Ouais. Est-ce que tu peux raconter un petit peu là ce que tu fais aujourd'hui depuis le mois de juillet dernier? Dans quel type de ferme tu travailles, etc. Là, je pose comme vacher fromager. Je pense que c'est la meilleure manière de le décrire. C'est-à-dire que le lundi, concrètement, je suis en fromagerie en début de matinée, et puis après, je sais pas comment va se dérouler ma semaine. Voilà, je sais que le mardi, c'est moi qui traite. Et après, il y a les travaux des champs, il y a le suivi de l'élevage, il y a la tome à faire. Donc moi, je m'occupe de tout ça, quoi. Je suis, on va dire, bouche-trou, force d'appoint, on l'appelle comme on veut. Du lundi au mercredi sur cette ferme, qui est une ferme avec 3 associés en GAEC, une toute petite quarantaine de vaches laitières, 1 hectare de patates, séchage en range, donc des vaches qui sont nourries à l'herbe toute l'année, avec 1/3 de vélage à l'automne, 2 tiers au printemps. Je crois que je dis pas de bêtises si je dis qu'ils transforment 80 000 litres en monotraite, avec des vaches croisées. Donc c'est le type de ferme dans lequel tu te vois t'installer? Moi, je crois pas que... j'ai pas trop envie de raisonner par typologie. J'ai pas envie de me dire je veux ce type de ferme. Parce que je fonctionne pas trop par idéal. Ça, c'est ma formation d'anthropologue. Pour moi, il n'y a pas d'idéal. Il y a que une vie qui se fait en pratique. Par contre, c'est plutôt leur manière de faire des choix, c'est ce que je te disais. Ils font des choix qui me ressemblent. Et je me dis, quand je vois, des fois, je les vois qui se trompent, qui tâtonnent, je me dis, ah ouais, je pourrais me tâtonner exactement de la même manière. Donc, ils ont beaucoup plus d'expérience que moi. Donc, moi, j'apprends de leur expérience. Et c'est d'autant plus facile pour moi d'apprendre que je peux m'identifier dans leurs choix, quoi. C'est plutôt ça. Après, concrètement, je sais pas ce que je vais monter comme ferme. Là, sur le projet que j'ai, s'il aboutit, on est plutôt sur une taille de troupeau qui sera plus importante au début, mais qui à terme sera un peu similaire. Je pense pas qu'on sera à 35 vaches, mais c'est vrai que si tu peux transformer ton produit et puis avoir une quarantaine de vaches, c'est quand même un sacré confort de travail. Et puis aussi une qualité de relation à l'animal. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer dans la thèse par la fuite en avant. Ce que j'ai vu, c'est que des gens qui se faisaient déborder par la vie de leurs vaches. Et ça, on a tendance à oublier de le voir. C'est-à-dire qu'on pense en termes de chiffres. Donc les chiffres, c'est du numéraire, c'est la trésorerie qui se refait. Le chiffre, c'est le technico-économique. Et puis le chiffre, c'est aussi la quantité de litrage, enfin le litrage qu'on fait, quoi. Et quand la Bretagne a voulu, la région Bretagne a dit, on va produire 1 milliard de litres en plus. Ben en fait, ils étaient en train de dire aux laitiers qui avaient déjà maximisé le potentiel de leurs vaches, vous allez avoir plus de vaches. Et au vu des conditions de transmission du capital aujourd'hui dans les exploitations laitières bretonnes, ils étaient en train de dire
aux gars, aux jeunes, aux gars et aux filles, c'était en train de leur dire, vous allez passer, et c'est ce qui s'est passé pour les jeunes qui se sont installés, vous allez passer massivement de 60 vaches à 80 minimum. Oui. Et il y a beaucoup de troupeaux qui sont passés de 60 à 100, de 80 à 120, et d'autres, certains même de 60 à 120, 133. En fait, je me suis rendu compte que par exemple, moi je sais que mon seuil personnel, c'est 50, on est déjà bien. 50 vaches. Ouais. 40 vaches, je sais que je serais au top. Ok. En termes de confort. Mais je suis pas du milieu agricole. J'imagine qu'il y a certaines personnes à 60, elles sont très bien. Et en fait, l'isolement au travail, la surcharge de travail, tout ça, pour moi, je fais vraiment le lien entre tout ça et l'augmentation de la taille des fermes, et ça, tout le monde le voit, en fait. Et donc, l'idée, pour moi, c'est de libérer du temps. Du temps pour les vaches, parce qu'on a 40 vaches, on n'en a pas 80, donc du coup, on a plus de temps pour penser à elles, mais aussi du temps pour soi. Ouais. Voilà. Est-ce que le mal-être paysan dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que il augmente avec le nombre de vaches? Bon, ça, c'est pas que des histoires individuelles. Collectivement, le mal-être paysan, il est allé de pair avec une augmentation tendancielle de la taille des troupeaux. Ça veut pas dire qu'il y a un rapport direct de causalité. Le mal-être paysan, pour moi, est le produit de l'entrepreneurialisation du métier. Je sais pas comment expliquer plus simplement ça, mais aujourd'hui, si on n'est pas très bon gestionnaire, très bon technicien, très bon commerçant, très bon transformateur, on tient pas. Et ça, c'est un changement qui s'est fait sur les 40 dernières années. On peut pas tous être des marathoniens. On peut pas tous être des super techniciens. Il y en a des très très bons techniciens dans tous les systèmes. Il y en a qui sont les meilleurs. Mais si on prend comme point de référence les meilleurs, ce qu'on fait, c'est simplement qu'on écrème. Et le mal-être paysan, pour moi, il vient de là. Okay. Après, il vient de l'isolement au travail. Et donc ça, c'est la surcharge, c'est l'incapacité à se faire remplacer. Mais c'est aussi parce que c'est compliqué. Enfin, je veux dire, si on avait des troupeaux plus petits, avec des systèmes plus simples, pour se faire remplacer, ça serait beaucoup plus facile pour des gens qu'on paye au SMIC. Ouais. Mais aujourd'hui, dans l'agricole, on a tendance à vouloir payer au SMIC ou à 1,5 fois le SMIC des gens pour qu'ils gèrent 100 vaches. Bah, évidemment que c'est difficile de trouver des gens compétents qui acceptent d'être payés aussi peu. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup pour l'échange. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify. Et vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le PBcast, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux du journal. À dans un mois.